Bonjour les trois, j'espère que vous allez bien et que malgré le confinement, vous profitez des rayons de soleil de ce début de printemps. Il est temps d'assister à notre cours vidéo et je vous propose de commencer tout de suite sans perdre de temps avec l'étude de la langue. J'aimerais d'abord, pour la plupart d'entre vous, récapituler la leçon à partir des documents que je vous ai transférés via Pronote. Cela vous aidera, et en particulier ceux parmi vous qui sont le plus en difficulté vis-à-vis de cette leçon assez complexe sur les différents types de propositions subordonnées. Parmi toutes les propositions subordonnées que l'on peut trouver, il existe d'abord les propositions subordonnées conjonctives complétives. Pourquoi s'appelle-t-elle proposition subordonnée conjonctive ? Eh bien, tout simplement parce qu'une proposition subordonnée conjonctive est introduite ou commence, si vous préférez, par une conjonction de subordination du type si, comme, quand, que. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi l'appeler complétive ? Eh bien, tout simplement parce que la proposition subordonnée assume la fonction de complément. Elle peut compléter un verbe, par exemple, dans la phrase suivante, « Je veux que tu m'accompagnes à la fête de ce soir », je veux est la proposition principale, que tu m'accompagnes à la fête de ce soir est la proposition subordonnée. Si je pose la question « je veux quoi ?» comme pour chercher un COD, complément d'objet direct, je trouve comme réponse « que tu m'accompagnes à la fête de ce soir ». Donc, on peut en déduire que tu m'accompagnes à la fête de ce soir est le complément d'objet direct du verbe vouloir. Une proposition subordonnée conjonctive complétive peut également compléter non seulement un verbe, mais également un adjectif. Par exemple, dans la phrase suivante, « Je suis triste que tu ne restes pas avec moi », que tu ne restes pas avec moi complète l'adjectif triste. La proposition subordonnée suit directement l'adjectif et elle le complète en apportant des précisions, des informations supplémentaires. C'est là le rôle d'un complément. Je suis triste, triste de quoi? Que tu ne restes pas avec moi. Passons ensuite aux propositions subordonnées relatives. Pourquoi les appelle-t-on relatives? Eh bien, tout simplement parce qu'elles commencent par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où. Par exemple, j'ai revu la fille qui m'avait donné son numéro. J'ai revu la fille est la proposition principale. Qui m'avait donné son numéro est la proposition subordonnée, commençant par le pronom relatif qui. Mais les propositions subordonnées relatives peuvent être construites autrement. Et elles peuvent être insérées au milieu de la proposition principale, c'est-à-dire qu'elles s'introduisent au centre de la proposition principale, la séparant en deux extrémités. Regardez l'exemple suivant. L'endroit où tu m'as emmené est sinistre et désert, la proposition principale est l'endroit est sinistre et désert, la proposition subordonnée relative est où tu m'as emmené. En fait, la proposition subordonnée relative suit toujours un nom et à la manière d'un adjectif, elle le développe. Elle apporte également des précisions. C'est pour cette raison qu'on dit de la proposition subordonnée relative qu'elle fait partie des extensions nominales. Reste une difficulté. Que peut tout aussi bien être le premier mot d'une proposition subordonnée relative ou le premier mot d'une proposition subordonnée conjonctive complétive. Alors, comment différencier les deux? Dans la première phrase, je pense que tu n'es pas quelqu'un de très courageux, vous voyez que suit directement un verbe, penser. Dans la deuxième phrase, la voiture que je veux coûte trop cher, vous pouvez observer que suit directement un nom. Par conséquent, que, s'il est un pronom relatif, suit toujours un nom. Sinon, s'il suit un verbe, c'est qu'il s'agit d'une conjonction de subordination.
Penchons-nous à présent sur le dernier cas, à savoir les propositions subordonnées circonstancielles. Pourquoi circonstancielles? Eh bien c'est très simple. Parce que la proposition subordonnée forme un complément circonstanciel du verbe de la proposition principale. Par exemple, dans la phrase suivante, « Je range ma chambre avant que ma mère rentre », je range ma chambre est la proposition principale, avant que ma mère rentre est la proposition subordonnée. C'est un complément circonstanciel par rapport à la proposition principale, car on peut changer sa place. On peut effectivement le basculer devant. Or, ce déplacement n'est possible qu'avec des propositions subordonnées circonstancielles, puisqu'elles agissent comme un complément circonstanciel, c'est-à-dire un complément non essentiel de la phrase, qui peut être soit bougé, soit supprimé. Une autre particularité de la proposition subordonnée circonstancielle, c'est qu'elle a un sens et elle articule avec une logique particulière les deux propositions. Par exemple, dans la phrase suivante, « Je veux que tu me pardonnes », la conjonction de subordination « que » n'a absolument aucun sens. Elle ne sert qu'à faire le lien entre les deux propositions de la phrase. En revanche, dans la phrase suivante, « Tu dois faire des efforts pour que tes résultats s'améliorent », la conjonction de subordination « pour que » a un sens. On perçoit bien ici la notion de but. Elle articule « tu dois faire des efforts et tes résultats s'améliorent » de façon logique. Il y a un sens derrière la conjonction de subordination dans les propositions subordonnées circonstancielles. La leçon était longue, je ne vous demanderai donc pas d'apprendre par cœur toutes les propositions subordonnées circonstancielles qui peuvent exister et tous les liens logiques qui existent, mais vous allez vous limiter aux propositions subordonnées circonstancielles suivantes qui suffisent amplement pour votre programme de 3e. Des propositions subordonnées circonstancielles de but introduites par les conjonctions pour que ou afin que, des propositions subordonnées circonstancielles de temps introduites par des conjonctions du type avant que, après que, pendant que, d'opposition introduites avec des conjonctions du type bien que, malgré que, tandis que, de cause introduites par des conjonctions du type parce que, puisque, et enfin des propositions subordonnées circonstancielles de conséquence introduites par des conjonctions du type si bien que, tant que, de sorte que. Pour approfondir et pour mieux comprendre, je vous renvoie donc aux documents qui vous ont été distribués, c'est-à-dire à vos leçons concernant les propositions subordonnées circonstancielles. Vous l'avez senti venir, cela vous pendait au nez. Pour le mercredi 25 mars, vous aurez une évaluation dans laquelle je vais vous demander de savoir distinguer phrases simples et phrases complexes, savoir délimiter des propositions, savoir reconnaître une proposition subordonnée, une proposition principale et une proposition indépendante, et distinguer les trois types différents de propositions subordonnées. Et pour finir, vous devrez aussi maîtriser, c'est-à-dire reconnaître les subordonnées circonstancielles de but, de temps, d'opposition, de cause et de conséquence. Vous avez aussi une feuille d'exercice à réaliser que je joins via Pronote dans le message qui vous sera transmis. Quittons la partie étude de la langue pour retourner, si vous le voulez bien, dans la partie séquence de votre classeur avec la correction de la séance consacrée à Boileau, les embarras de Paris, séance qui avait été réalisée en salle informatique et en groupe à travers un questionnaire auquel vous deviez répondre. Trois questions vous étaient posées et vous deviez faire en sorte de répondre à ces trois questions, non pas dans un ordre classique et chronologique dans lequel les questions vous étaient posées, mais en mélangeant vos réponses de manière à constituer des paragraphes. Je vais tâcher d'accélérer un peu et de faire en sorte que la durée de visionnage de la vidéo reste raisonnable. Première question qui vous était posée, que reproche Boileau à Paris? Reformuler et expliquer précisément trois critiques en citant le texte. Comme on pouvait le lire ici, Boileau reproche d'abord à Paris son
temps pour le moins pourri, puisqu'il ne cesse de pleuvoir en permanence. Souvent, pour m'achever, il survient une pluie. On dirait que le ciel qui se fond tout en eau veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Donc on l'aura compris, le climat parisien n'est pas très enchanteur. Aussi, et vous aviez tout à fait raison de le relever, l'auteur reproche à Paris son insécurité permanente, puisque la ville semble gangrénée par la criminalité. On pouvait lire en effet « Sitôt que du soir les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, que retiré chez lui le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent, que dans le marché neuf tout est calme et tranquille, les voleurs à l'instant s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté est au prix de Paris un lieu de sûreté. » On voit bien à quel point la situation est chaotique, puisque l'insécurité ne se limite pas à de la petite délinquance et des délits, mais il est carrément question d'homicide. On peut lire par exemple « Des filous effrontés d'un coup de pistolet ébranlent ma fenêtre et percent mon volet. J'entends crier partout « Au meurtre, on m'assassine !» L'auteur souligne également quelque chose de fréquent à l'époque. La plupart des habitations étant construites en bois, il est très fréquent que des incendies accidentels se produisent et, étant donné l'architecture au XVIIe siècle, eh bien, tout flambe de manière très rapide. On pouvait lire ainsi « Le feu vient de prendre à la maison voisine. Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit et souvent sans pourpoint je cours toute la nuit, car le feu dont la flamme en ondes se déploie fait de notre quartier une seconde Troie. » L'auteur va jusqu'à comparer ces incendies accidentels au grand incendie mythique du récit de la chute de Troie, faisant référence à la mythologie grecque. Ce n'est pas étonnant de la part d'un classique tel que Boileau. La deuxième question qui vous était posée était « Comment s'y prend-il pour faire la satire de Paris ?» Répondez en identifiant la figure de style très présente à travers le texte. Cette figure de style se trouvait parmi celles qui, dans votre document, sont surlignées et on vous en demandait d'en trouver 3 exemples. Je me contenterai de vous en montrer un seul, toujours pour des raisons de temps qui me limitent dans la durée de ma vidéo. Vous aviez par exemple, dès le début du texte, « Et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières ». Il y a bien là une exagération, une hyperbole de la part de l'auteur, c'était la figure de style qui structurait le texte. Il y avait de nombreux exemples d'hyperbole. L'auteur exagère. La pluie permanente à Paris fait naître au niveau de la rue carrément des torrents, des rivières, ce qui est bien évidemment une exagération. La dernière question qui vous était posée était « Que signifie la conclusion de Boileau pour qui Paris est-elle une ville agréable ?» Et pourquoi ? Eh bien, Boileau conclut tout simplement que la ville de Paris, c'est un endroit tout à fait bénéfique et paradisiaque pour les gens riches. Mais les plus modestes d'entre nous, eh bien, mènent une vie difficile et pour eux, ils sont confrontés quotidiennement à l'insécurité et au danger. Sa conclusion consiste donc à dire que Paris est une ville fantastique à condition d'être riche. Comme on pouvait le lire ici, Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut, dans son jardin tout peuplé d'arbres verts, recéler le printemps au milieu des hivers et, foulant le parfum de ses plantes fleuries, aller entretenir ses douces rêveries. Je joins dans mon message pronote la trace écrite suivante que vous pouvez coller directement à la suite de votre partie séquence. Enfin, prolongeons un peu le plaisir. L'idée est pour moi de vous montrer le lien qui peut exister entre Paris tel que décrite par Boileau au XVIIe siècle et le Paris d'aujourd'hui. Et vous verrez que les choses n'ont pas tant changé. Vous pouvez prendre le verso de votre document et commencer par lire ce texte en mettant la vidéo sur pause. Dans ce petit extrait, Boileau insiste particulièrement sur les incendies accidentels qui sont principalement dus à l'insalubrité ou la vétusté
des immeubles. Et c'est un problème qui est toujours d'actualité. Beaucoup de Parisiens vivent dans des immeubles qui ne sont pas réglementaires au niveau de ce qu'impose la loi quant à la sécurité du logement. On appelle ce phénomène le mal-logement. Et si vous lisez le texte suivant, qui est un article de journal, vous vous rendrez compte que la problématique que pose Boileau est toujours d'actualité. Voici un article de 2015 issu du parisien.fr où vous pourrez constater qu'il est à nouveau question des incendies accidentels qui se multiplient dans la capitale. Mettez la vidéo sur pause, prenez votre document et lisez cet article. Un bidonville, on en trouve toujours à l'heure actuelle dans la ville de Paris. Ce sont des habitats de fortune dans lesquels les plus démunis essayent de s'en sortir, fabriqués de briques et de brocs. Et dans la même ville, vous avez ce genre d'habitation qui existe, qu'on appelle des hôtels particuliers, et qui sur le marché se revendent à prix d'or. C'est là où logent les gens les plus riches qui existent. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la distance qui sépare ce lieu d'extrême pauvreté et ce lieu de grande richesse n'est pas énorme finalement, car si on s'en fie à Google Maps, le bidonville que vous avez vu en photo se situe porte de Clignancourt tout en haut de l'image et la demeure majestueuse que vous avez vue ensuite se situe rue de Bourgogne à une demi-heure de cet endroit. Je vous laisse admirer quelques photos qui sont issues de l'annonce immobilière relative à la vente de cet hôtel particulier que je vous ai montré. Voici quelques vues de l'intérieur de la bâtisse. De larges couloirs lumineux, une piscine intérieure au sous-sol, un hall démesuré, et voici l'annonce. J'attire en particulier votre attention sur la surface totale de l'habitation, à savoir 544 mètres carrés. Et à Paris, au même moment, on peut tomber sur des articles de journaux comme le suivant. Mal logement, un homme vivait depuis 15 ans dans 1,56 m² pour un loyer de 330 € par mois. Vous pouvez voir sur la gauche la porte d'entrée. Tout le reste, c'est son habitation. Donc, qu'il s'agisse du XVIIe siècle ou bien d'aujourd'hui, on constate que les reproches que Boileau adresse à Paris sont toujours valables. Il y a une insécurité qui continue d'exister et surtout le problème du mal-logement qui persiste encore aujourd'hui. Enfin, sa conclusion est toujours valable. Pour les riches, bien évidemment, Paris est une ville très agréable. Pour les plus pauvres, il en est tout autrement. On se quitte avec les devoirs pour la prochaine fois qui portent sur le texte suivant, La curée de Zola, texte qui vous a été distribué mais que j'ai également mis en pièce jointe dans le message Pronote pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas eu ou qui l'auraient égaré. Il s'agit de ce document et en particulier du premier texte. Merci de réaliser ce travail pour le vendredi 27 mars. Il est inutile de m'envoyer votre travail. Travailler ou non, c'est votre choix. Voici la question qui vous est posée à partir du texte 2, le premier extrait de La curée que vous trouvez sur votre page. Étudiez les rapports de couple entre Saccard et Angèle. Comment se portent leurs relations? Proposez une réponse nuancée et développée en rédigeant plusieurs paragraphes. En fait, est-ce un couple harmonieux? J'exige 20 lignes minimum et je vous conseille de procéder d'abord au brouillon en établissant un tableau avec une colonne pour expliquer ce qui va bien dans le couple et ce qui montre qu'ils s'entendent bien, avec des citations et des explications, et une autre colonne avec ce qui ne va pas bien dans le couple, qui montre qu'il y a un dysfonctionnement, avec des citations et des explications. Ces devoirs concernant le texte de Zola intitulé La curée sont à faire pour le vendredi 27 mars. Et vous n'oubliez pas que pour mercredi 25, vous devez réviser votre leçon d'étude de la langue sur les propositions subordonnées, puisque vous aurez une évaluation. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser à présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée
travaillez bien et à bientôt pour un prochain cours vidéo.